Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Bienvenue à tous et merci d'être une fois encore des nôtres. Sur la ligne de départ pour un second mandat, les nôtres pour le chantre du Bénin révélé, Patrice Talon, soit pour saluer cette candidature ou pour la rejeter. Regard des chantiers, mesdames, messieurs, ces notes pleuvent dans presque tous les secteurs. Un simulacre d'exercice d'annotation à travers ce numéro de votre émission 100% Bénin. Secteur en vue, la diplomatie béninoise, plus précisément le réaménagement de sa carte diplomatique. Ce sera autour du thème « Nouvelle carte diplomatique béninoise, une prouesse ou une réforme mal articulée ». Ceci au regard de tant de salive ayant coulé tout autour. Le débat ce sera avec un diplomate de carrière, ancien ministre des Affaires étrangères de surcroît. Et déjà, sur ce plateau, en notre compagnie, pour l'exercice, Rogatien Biaou. Faut-il encore le repréciser? Oui, diplomate de carrière, il est ancien ministre des Affaires étrangères et désormais porte-voix d'un grand mouvement qui n'est plus à présenter. Je me retourne carrément vers lui. Monsieur Rogatien Biaou, bonjour à vous. Bonjour, monsieur. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, compatriotes. Il vous répondre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors, pour l'instant, analyse, mesdames, messieurs, je serai en compagnie de mon collègue Kodoui Ametronou. Bonjour. Bonjour à vous, Joël Todji. Bonjour également au ministre Rogatien Biaou. Vous l'avez dit, diplomate de formation, mais ancien ministre des Affaires étrangères, puisque de 2003 à 2006, il a conduit donc ce portefeuille ministériel. Alors aujourd'hui, monsieur le ministre, passant donc d'un certain nombre de représentations diplomatiques à pratiquement 10 aujourd'hui, puisque vous avez été dans ce même département ministériel, est-ce que vous pensez que de façon représentative, le Bénin peut vraiment se compter dans le quota des nations avec 10 ambassades? Je voudrais tout d'abord, pour commencer, souligner que je suis sur le plateau pour une contribution des échanges d'informations et d'éclairage. Pour que chacun sache à quoi s'en tenir. Important, oui. Puisque vous avez dit que beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Tout à fait. Chacun a allé de ses commentaires. C'était ça. Mais il faudra préciser les choses. Et vous parlez de couverture. L'objectif de tout pays en matière de politique étrangère et de diplomatie, c'est de pouvoir couvrir tous les 5 continents. Les gens d'habitude disent que le Bénin est un petit pays et je corrige toujours pour dire que le Bénin est un pays de modeste taille, mais grand par ses hommes, grand par sa culture et grand par sa contribution sur la scène internationale. Non, en principe, pour un pays comme le Bénin, on devrait pouvoir couvrir l'ensemble des 5 continents, mais pas en étant représenté dans tous les pays. C'est ça. Le premier objectif qu'on devait poursuivre, c'est d'abord d'être présent dans les 5 pays des membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Indispensable. Selon ma compréhension des choses. Mais aujourd'hui, nous sommes présents dans 4 sur 5. Oui. Parce qu'il y a 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous sommes présents à Washington, D.C., donc aux États-Unis d'Amérique. Nous sommes présents à Paris, donc en France. Nous sommes présents à Moscou, donc à la Fédération de Russie. Nous sommes présents à Beijing ou Pékin, donc en Chine, mais nous sommes absents à Londres, au Royaume-Uni. Donc c'est une lacune.
on devrait normalement pouvoir combler cela en ouvrant un poste diplomatique à Londres. Londres, en dehors du fait que c'est la capitale de l'un des 5 pays membres du Conseil de sécurité, mais c'est à Londres que se discutent et se négocient toutes les questions de produits agricoles. Toutes les questions. De produits agricoles, café, cacao, coton, etc. Mais nous sommes un pays essentiellement agricole. Et l'agriculture contribue dans une large partie au développement de notre pays. Donc c'est anormal que depuis 1960, nous ne soyons pas présents à Londres. C'est notre ambassade à Paris qui couvre le Royaume-Uni. On devrait pouvoir aller de l'avant et corriger. Donc voilà pour ce qui concerne la couverture. Des 5 continents. Des 5 continents. Non, mais je n'ai pas encore fini de répondre à sa question. Okay. Mais il a dit qu'avec 10 ambassades, une dizaine, est-ce que nous couvrons l'ensemble des pays, surtout quand on parle de pôle diplomatique. Si on doit dire la vérité, nous ne couvrons pas correctement. Avec 10 ambassades, on ne couvre pas correctement l'ensemble des 5 continents. Donc la répartition des ambassades, donc cette nouvelle carte diplomatique devait pouvoir prendre en compte les problèmes politiques, nos intérêts économiques, nos intérêts sur le plan social, culturel et environnemental. Donc, premièrement, nous sommes un pays africain. Donc, en tant que pays africain, on devrait avoir une bonne représentation dans les pays voisins, parce que c'est nos premiers pays de coopération, la coopération interafricaine. Donc, au-delà des pays voisins, il y a des capitales clés ou des pays clés en Afrique où nous ne pouvons pas être absents. Par exemple, nous ne devons pas être absents à Addis Abeba, qui est la capitale de l'Union africaine. C'est là où se trouve le siège de l'Union africaine. Bon. Et si on prend les 5 ou 6 sous-régions en Afrique, généralement les gens parlent de 5 sous-régions, mais moi je pense qu'il y a 6 sous-régions, parce qu'il y a la sous-région de l'océan Indien que les gens oublient souvent. Donc on devait avoir au moins une ambassade pour couvrir les 5 pays de l'Afrique du Nord, pour couvrir une ambassade pour couvrir les pays de l'Afrique de l'Est, une pour couvrir les pays de l'Afrique australe, une pour l'Afrique centrale et au moins 2 ou 3 autres en dehors des pays voisins pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand on parle de l'Europe, c'est pareil. Il faudrait qu'on ait au moins une ambassade en Europe de l'Est, Europe centrale, Europe de l'Ouest. Si on prend le cas de l'Asie, on fait les mêmes subdivisions. Si on prend le cas des Amériques, parce qu'en dehors de l'Amérique du Nord, il y a l'Amérique latine et il y a les Caraïbes. Donc, on devait pouvoir faire une répartition géographique qui permette effectivement que le Bénin soit présent sur tous les continents et couvre l'ensemble des pays avec un minimum possible de postes diplomatiques. La nouvelle carte proposée par les autorités, vous la connaissez? Oui. Cette carte retenue n'a pas manqué de susciter des réactions, mais les autorités n'ont pas manqué d'apporter non plus des éléments justificatifs. Aujourd'hui, de votre position presque de consultant, si vous devez apprécier, que diriez-vous? Est-ce que je me trouve dans une position d'appréciation ou dans une position d'observation? Je pense que je suis dans cette étape, oui. Vous l'avez dit à l'entame, votre contribution compte. Il est question de bâtir le Bénin. Bien sûr. Voilà. Donc, je suis d'abord dans une position d'observation. Ouais. Et cette position d'observation est appuyée par le désir d'apporter une contribution. On est d'accord. Ceci étant clarifié, je pense que nous pouvons aller plus loin dans notre représentation à travers le monde.
j'estime qu'avec 10 ambassades, devenues 11, on ne peut pas couvrir correctement l'ensemble des pays amis et alliés qui pourraient nous aider dans notre processus vers le progrès et le développement. Donc, à commencer par l'Afrique, le nombre actuel de postes diplomatiques en Afrique se résume à 2. Vous pensez que c'est un drame? Les autorités n'ont pas manqué d'expliquer. Il faut pouvoir économiser des Oui, parce que 80% des ressources affectées à ce ministère vont dans la gestion du personnel. Vous ne trouvez pas ça quand même, à la limite, des dépenses inutiles? Est-ce que dépenser pour le personnel, c'est des dépenses inutiles? Répondez-vous. Vous avez été à la tâche. La contribution apportée par les ressources humaines de tout ministère, que ce soit Affaires étrangères ou autre ministère, la contribution des ressources humaines est une part importante pour le succès de la mission confiée au ministère. Cela d'un. De deux, dit que c'est 80% des ressources. Les Français ont l'habitude de dire que le vin se bonifie quand il vieillit. Et que voulez-vous dire dans le cas d'espèce? Dans le cas d'espèce, les ressources humaines au niveau du ministère des Affaires étrangères, on puise leurs compétences et leurs connaissances plus ils durent dans la profession. Donc ça veut dire que les plus anciens dans le processus apportent une contribution plus positive que les plus jeunes. Et dans nos traditions, c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle. Mais à cela, il faut préciser quelles sont les missions d'une représentation diplomatique, d'un poste diplomatique. Voilà, justement. Première mission, représenter, négocier, informer, coopérer et protéger. Est-ce que pour pouvoir réduire au nombre que nous avons actuellement, on a fait une évaluation de la contribution et l'évaluation des missions qu'une ambassade ou un poste diplomatique doit remplir? En quoi les autorités? La réponse est oui. Vous avez l'impression que ce n'est pas fait? Si la réponse est oui, est-ce que les uns et les autres ont été associés à cette évaluation? Ça aussi, les éléments qui ne sont pas venus, on les a beaucoup entendus. Ils disent n'avoir pas été associés. Mais l'autorité dit avoir eu des relais qui ont renseigné de la véracité des données. Avant d'ouvrir un poste diplomatique, vous lui donnez des objectifs. Est-ce que c'est des objectifs politiques? Est-ce que c'est des objectifs économiques? Est-ce que c'est des objectifs à la fois politiques, économiques, sociaux, culturels et environnementaux? Si cette clarification n'est pas faite dès le départ pour savoir l'objectif que nous poursuivons, en faisant l'évaluation, vous allez tomber à côté parce que les indicateurs pour faire cette évaluation n'auront pas pris en compte les objectifs de départ. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est que une ambassade n'est pas une entreprise, ni une société pour dire, bon, elle doit rapporter tant à la fin de l'exercice budgétaire et que si on n'atteint pas cet objectif, c'est qu'il y a échec. Mais il y a des actions qui sont posées aujourd'hui, peut-être c'est dans 10 ans que vous aurez les résultats. Mais si vous ne l'avez pas posé aujourd'hui, dans 10 ans, vous n'aurez pas ces résultats. Et vous aurez l'impression que, bon, le poste diplomatique n'a rien fait. Mais le simple fait d'être présent et de ne pas être absent est déjà un plus pour le rayonnement du pays. Puisqu'on dit toujours que les absents ont tort. Une fois que vous n'êtes pas là, les gens prendront des décisions
contre vous. Ça vous parlez d'absence physique, si on peut le dire. Oui. Mais les autorités disent que désormais, vous pouvez, de votre position, je vais prendre un cas peut-être du Bénin, avoir l'œil sur ce qui se passe au niveau des pays environnants. Vous ne trouvez pas que c'est suffisant? Et cela, ça économise un peu les dépenses du personnel qu'on va devoir déployer, dont on doit devoir assurer la santé, la sécurité et tout ce qui va avec. La première question qui me vient à la tête, pourquoi les autres pays ne font pas la même chose? Non, la réponse aussi, ça a été donné. Le Bénin n'est pas les autres pays. Le Bénin veut mieux faire. Très bien. Ils ont cité le cas du Singapour. Le Bénin veut mieux faire. On cite le cas de Singapour ou de la Suède. Oui, qui ont expérimenté la chose, il paraît, qui portent déjà de fruits. Prenons le cas de la Suède. Allons-y. Est-ce que la Suède est absente de tous les postes de coopération multilatérale? Bon, la réponse est non, pour ce que les fiches disent. La Suède est présente. Oui. Elle n'est pas absente. Mais la Suède a fait une expérience que certains pays scandinaves ou d'autres pays ont essayé de s'inspirer. C'est la nomination d'ambassadeurs thématiques. Donc, en dehors des ambassadeurs qui sont sur place pour représenter le pays, les ambassadeurs thématiques, par exemple, il y a ambassadeur pour les questions de désarmement, ambassadeur pour les questions de l'environnement, ambassadeur pour les questions des droits de l'homme, etc. Donc ces ambassadeurs qui sont au pays viennent en renfort à ceux qui sont en poste, que ce soit à New York. Pas les substituer. Non, ce n'est pas pour les substituer, c'est pour renforcer. Parce qu'ils sont thématiques, donc ils sont là pour ce thème. Donc quel que soit l'endroit au monde où on traite de ce thème, ils se déplacent pour y aller. Et ils viennent en renfort à l'équipe qui est déjà sur place. Et c'est comme ça qu'ils sont plus forts, plus efficaces et qui contribuent plus positivement au traitement de la question. Donc, que vous allez aujourd'hui à New York, à Genève, à Bruxelles, à Rome, à Addis Abeba, la Suède est présente. Elle n'a pas fermé ses ambassades dans ces pays-là. Et vous avez parlé de Singapour. Oui. Singapour a sélectionné les pays où être représenté. Elle n'a jamais été absente des pays de coopération multilatérale. Puisque c'est dans les postes de coopération multilatérale qu'on retrouve tous les autres pays. Pour les pays qui ne peuvent pas être représentés dans chacun des pays. Et en cette dimension d'être représentés dans chacun des pays, ce qu'on appelle les grandes puissances. En dehors des grandes puissances, bon, les pays sélectionnent les endroits où ils peuvent se positionner et pouvoir rayonner, et pouvoir se faire connaître et apporter une contribution positive selon les objectifs poursuivis pour la contribution au développement national. Si c'est des objectifs économiques, bon, est-ce qu'en ouvrant un poste diplomatique à Singapour ou au Singapour, ben, cela nous permettra, peut-être dans le domaine portuaire, d'avoir beaucoup plus de contributions et de nous inspirer de ce qu'ils font pour que nous puissions aller de l'avant et que notre port devienne un port performant dans la région de l'Afrique de l'Ouest. Si c'est pour des objectifs politiques, c'est-à-dire vous ouvrez une ambassade dans le pays pour une observation des réformes politiques qui se font dans ce pays, dont nous pouvons nous inspirer pour améliorer notre pratique dans tel ou tel autre domaine politique. De plus en plus aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle. Les postes pour des objectifs purement politiques n'existent plus. Donc, c'est des objectifs polyvalents, à la fois politiques, économiques, sociales, environnementales et de renforcement des relations commerciales. Parce que, au niveau africain, si nous ne renforçons pas nos relations commerciales interafricaines,
nous aurons beaucoup à perdre dans cette compétition de la mondialisation. S'ils ne sont pas présents, par exemple, à Genève, où il y a l'Organisation mondiale du commerce, où il y a la CNUSEL, la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement, etc., etc. Mais la fermeture de notre ambassade à Genève, moi je considère ça comme une catastrophe. Une catastrophe. Oui. Le mot n'est-il pas un peu trop fort? Vous dites? Le mot n'est-il pas un peu trop fort de parler de catastrophe? On peut s'en indigner, mais en quoi est-ce... Notre absence dans tous ces forats, en dehors des organisations que j'ai déjà citées, il y a aussi l'OMS, l'Organisation mondiale du commerce et de la santé. Mais aujourd'hui, où on parle de pandémie du coronavirus, pandémie du sida et autres, là, vous ne trouvez pas que c'est catastrophique que nous soyons absents des débats à Genève, à l'OMS, de la contribution que notre pays peut apporter, surtout qu'au début de cette pandémie du coronavirus, on a un compatriote, Agon Valentin, qui a été porté un peu en triomphe au début, et après, bon, il a chuté. Mais pourtant, il a eu des médailles pour cette découverte. Vous pensez que si le Bénin était sur les lieux, quelque chose pourrait être discuter autrement? Cela pourrait être fait autrement. Alors, cela pourrait être fait autrement. Cela m'amène à vous demander, monsieur le ministre, puisque vous avez insisté sur un certain nombre d'objectifs qu'il faut se fixer avant d'ouvrir une représentation diplomatique. Est-ce que le Bénin aujourd'hui, vous pensez qu'il dispose d'une charte de la diplomatie? Non, malheureusement, on n'a pas une charte de la diplomatie. La seule fois que le Bénin a bénéficié d'une charte de la diplomatie, c'était pendant la période révolutionnaire. La charte a été faite en 1975. On l'a expérimenté de 1975 à 1989. Et depuis 1990 que nous sommes dans le processus du renouveau démocratique, nous peinons à adopter une nouvelle charte de la diplomatie béninoise. Je pense que s'il y a un travail à faire dans l'immédiat ou dans les prochains mois, c'est que les uns et les autres s'asseyent pour élaborer la charte de la diplomatie béninoise. Cela va nous aider. Ça va aider aussi bien les politiques que les diplomates de carrière. Et aussi ceux qui ne sont pas diplomates de carrière et à qui les politiques font appel pour venir participer à la mise en œuvre de la politique étrangère. Alors, en quoi est-ce si handicapant et de comprendre que depuis 1990, le Bénin n'est toujours pas parvenu à avoir une charte? C'est handicapant parce qu'on n'a pas les orientations, les lignes directrices pour conduire l'action diplomatique. Donc chacun vient et fait à sa guise. Mais on ne peut pas conduire un pays à sa guise ou bien sur la base de ces initiatives du jour. Il faut qu'il y ait une plateforme, une orientation précise et que cette orientation précise, sur la base de la charte, puisse être évaluée, soit de manière quinquennale ou de manière décennale. Mais si vous n'avez pas les directives, vous n'avez pas les orientations, sur quelle base vous allez faire l'évaluation? Je vous rappelle qu'il y a un candidat qui avait répondu que le programme d'action de chaque candidat reste quand même une boussole importante. Pas suffisant pour vous? Pour faire la charte de la diplomatie? Non. Donner une orientation déjà, puisque celui qui est là est plébiscité par le peuple et que ça peut aider à mieux conduire le pays. Une insuffisance? Vous savez tous que la politique étrangère n'est que le reflet de la politique nationale. Mais si la politique nationale, dans ses grandes lignes, à travers le programme d'action du gouvernement, n'est pas acceptée par la majorité, même si le candidat est élu, est-ce que vous pensez que les normes seront vraiment remplies? Ce qu'il faut souligner à ce niveau, oui. Il y a une erreur que nous commettons tous en général. C'est laquelle? C'est de parler de projet de société du candidat à la présidence de la République. On devrait bannir la pratique. Les projets de société ou le projet de société,
c'est au niveau des partis politiques. Parce que vous avez déjà vu un pays qui a fini de se développer. Même les pays qu'on considère comme pays développés n'ont pas fini leur développement. Donc le développement, c'est un processus infini. Et chaque génération apporte sa contribution au développement de son pays. Donc les candidats à la présidence de la République doivent nous présenter un projet de mandature. C'est ça. Et selon les pays, bon, c'est un mandat de 5 ans, d'autres c'est un mandat de 4 ans, d'autres c'est un septennat, ainsi de suite. Donc c'est sur la base de ton projet de mandature que les gens peuvent te juger et t'évaluer. En 5 ans, qu'est-ce que tu peux faire et que tu peux faire et quelles sont les ressources dont tu disposes pour mettre en œuvre ce projet de mandature. Maintenant, nous parlons de charte de la diplomatie. Mais à travers notre constitution, nous devons pouvoir mettre 3 éléments en valeur dans cette charte. Si on doit les énumérer. Il y a les fondements, il y a les principes et il y a les valeurs de la diplomatie et de la politique étrangère. Donc, sur la base de notre constitution, si nous prenons le préambule de notre constitution, à travers le préambule de notre constitution, nous avons 6 principes de diplomatie que nous devons pouvoir exploiter pour l'élaboration de la charte de la diplomatie béninoise. Mais pendant 3 ans durant, vous êtes resté aux affaires. Qu'est-ce que vous avez fait dans ce sens-là? Très bien. Je suis arrivé au ministère des Affaires étrangères. J'ai acquis le portefeuille des Affaires étrangères de l'intégration africaine lorsque le mandat du président Mathieu Kérékou était à son 2e versant. Il avait commencé ce 2e et dernier mandat en 2001. Moi, je suis arrivé en 2003. Et comme vous le savez, pour quelqu'un qui arrive en fin de mandat dans un gouvernement, non seulement il faut qu'il rattrape ce qui est en train d'être fait, apporter sa contribution pour l'amélioration de ce qui est en train d'être fait et pouvoir poser des jalons pour l'avenir. Dans cette bataille, on n'a pas toujours les mains libres. Et n'oubliez pas que la politique étrangère et la diplomatie, c'est le jardin réservé du chef de l'État. Vous voulez dire que vous n'avez pas eu son écoute? Non, je n'ai pas encore dit ça. Ok, ça va venir. Laissez-moi finir mon développement. La diplomatie et la politique étrangère étant le jardin réservé du chef de l'État, vous fonctionnez sur la base des instructions et de la vision du chef de l'État. En tant que ministre des Affaires étrangères, vous êtes son premier conseiller, son proche collaborateur en matière de mise en œuvre de la politique étrangère et de la diplomatie. Vous n'avez pas à lui imposer vos idées, mais à mettre en œuvre et l'aider à faire en sorte que ces prises de position, ces prises de décision soient dans l'objectivité et le partage pour parvenir à un consensus. Donc, ce travail n'est pas un travail facile. Et les diplomates, pour vous le rappeler, sont des serviteurs privilégiés de l'État. Nous ne sommes pas au service d'un homme. Nous ne sommes pas au service d'un parti politique. Nous ne sommes pas au service d'une personne précise, mais nous sommes au service de l'État. Donc, il faut faire en sorte que le service de l'État soit privilégié et que l'intérêt général soit toujours notre guide, que l'intérêt général soit notre action et que les conseils que nous donnons, les propositions que nous faisons vont dans ce sens pour aider la personne élue qu'est le président de la République
à atteindre les objectifs de sa vision, de son programme d'action du gouvernement. Mais nous ne prenons pas de décision à la place du chef de l'État. Alors, quand vous avez eu l'opportunité et vous avez fait vos contributions, avez-vous eu l'oreille de l'autorité? Et qu'est-ce que cela a pu apporter de neuf à l'existant? Vous l'avez tous constaté pendant que j'étais aux affaires. S'il s'agit, par exemple, des relations avec les pays voisins et les autres pays amis du Bénin, vous pouvez compter le nombre de visites de chefs d'État étrangers au Bénin. Vous pouvez compter le nombre d'accords de coopération, aussi bien sur le plan bilatéral que sur le plan multilatéral que nous avons eu à signer. Vous pouvez aussi évaluer la contribution que le ministère des Affaires étrangères a apportée pour la mobilisation des ressources extérieures pour le processus de développement du Bénin. Donc il ne me revient pas ici de dire, bon, j'ai fait ci, j'ai fait ça, les archives sont là, vous pouvez aller constater et on a posé la tirer les question conclusions. Et vous voilà en train de nous replonger dans cette période-là, qu'on se rappelle un peu ces visites. Alors, je veux vous demander, dans le contexte actuel, la polémique a eu cours autour de cette question de visite. C'est l'omerta, peut-on dire, 5 ans durant. On peut à peine compter le nombre de visites qu'il y a eu au Bénin. Mais en quoi certains, ça ne compte pas. Hein. Ça ne permet pas à un pays pour autant d'aller de l'avant les visites, si ce n'est pas pour gagner. C'est une affaire d'option. Peut-être que le gouvernement en place a choisi ne pas renforcer ses relations avec les autres pays à travers les visites ou bien les échanges au haut niveau. Des relations. Les visites? Les visites. Bien sûr. Quand il y a des rencontres et des échanges en tête à tête, il y a toujours un renforcement beaucoup plus probant qu'à travers le téléphone ou à travers les échanges épistolaires. Deuxièmement, les visites constituent une sorte de baromètre ou de boussole pour savoir quel est le niveau de vos relations avec vos partenaires, que ce soit les partenaires bilatéraux, les partenaires multilatéraux ou même les partenaires non gouvernementaux. Donc, ça sert de boussole. Aujourd'hui, quand vous voyez le Bénin dans cet environnement-là, rapport avec les voisins, pour parler toujours de la diplomatie, quelle est votre appréciation? Ce n'est pas parce que nous n'avons pas noté ou constaté la visite au Bénin des chefs d'État des pays de la sous-région ouest-africaine ou de la région africaine que cela veut dire que nous n'avons pas de bonnes relations avec ces pays. Nous pouvons très bien avoir de bonnes relations avec eux sans visite de haut niveau, comme nous avons l'habitude de le dire aux affaires étrangères, pour ne pas dire des champs de visite de chefs d'État. Sans les visites de haut niveau, on peut bien continuer à avoir de bonnes relations. Alors, la voie que nous avons empruntée est très raffinante. Actuellement, en termes de diplomatie agissante, on peut la maintenir ou il va falloir l'améliorer? Vous savez que l'homme n'a pas encore atteint la perfection. Donc, toute chose peut être améliorée. Alors, monsieur le ministre, vous avez semblé dire dans vos propos liminaires que, en prenant donc l'option de réaménager la carte diplomatique, on a comme l'impression que les diplomates n'ont pas été véritablement approchés ou consultés en la matière. Est-ce que vous avez l'impression que le pays, puisque vous ne travaillez pas pour un individu spécifiquement, mais pour la nation, est-ce que la nation est en conflit avec la corporation des diplomates? Il serait difficile de dire que la nation béninoise est en conflit avec la corporation des diplomates de carrière, puisque nous sommes au service de cette nation. Nous sommes au service de l'État et nous essayons, dans la mesure du possible,
et selon nos capacités, nos connaissances, nos compétences, d'apporter notre contribution au développement de notre État. Mais est-ce que cette contribution est toujours bien comprise, est toujours bien appréciée? Vous répondez à quoi? Parce que oui. Ce n'est pas parce que vous avez fait des contributions ou donné des conseils que tout ce que vous avez dit est appliqué ou que tout ce que vous avez conseillé est pris en compte. Je vous ai dit tout à l'heure que la décision ne nous revient pas. Oui. La décision revient à l'élu, qu'est le président de la République, le chef de l'État, chef du gouvernement. Donc, les gens confondent généralement le fait, mais pourtant vous êtes là et telle chose s'est passée. Vous ne savez pas si la décision prise par l'autorité a tenu compte ou non du conseil donné par le ministère des Affaires étrangères. Il y a un exemple tout simple qui me vient à l'esprit. Allez-y pour l'exemple. Le Bénin avait été candidat pour le siège de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Oui. Les Affaires étrangères avaient fait une fiche au chef de l'État pour dire « Ah, Monsieur le Président, le Bénin a déjà donné son accord pour soutenir un autre candidat. Donc nous ne pouvons plus nous présenter pour le même poste. Parce que sur le plan de la crédibilité, l'image de notre pays sera entachée. Mais malgré ça, l'autorité a décidé que l'on présente la candidature du Bénin à ce poste. Deuxième erreur commise toujours par rapport à cet exemple. La réunion de l'élection devait se tenir ici au Bénin. Et la veille, le chef de l'État décide de décorer le directeur ou la directrice générale de l'OMS. Ça a été mal interprété. L'intention était bonne, mais ce n'est pas la veille de l'élection qu'il faut faire ça. Ça veut dire que vous cherchez à corrompre les autres pays pour voter pour votre candidat. Et ça n'a pas manqué. Notre candidat a échoué. Ou notre candidate, parce que c'était une dame, notre candidate a échoué. Parce qu'on n'a pas respecté les règles d'amitié et de la parole donnée. Deuxièmement, on n'a pas respecté le protocole d'usage. Et troisièmement, ce poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique avait déjà été occupé deux fois par le Bénin. Une première fois, paix à son âme, par le docteur Alfred Quenom, qui a conservé le poste pendant 20 ans. Important. Donc, dans le cadre de la répartition géographique des responsabilités, le Bénin n'était pas en bonne position pour se positionner en vue de conquérir encore ce poste. Après, feu Dr Alfred Quenom, qui nous a permis d'avoir le centre régional de santé publique, l'IRSP à Ouida. Oui. Il y a le docteur Basile Adjoumouni, qui a occupé aussi le poste pendant longtemps à Brazzaville. Toujours le poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Donc, dans ces conditions, on n'était pas en bonne position. Parce que les autres aussi veulent faire l'expérience. Et de manière tournante, il faudrait que les différentes sous-régions puissent aller faire l'expérience de ce poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Donc, c'est qu'un exemple que j'ai donné. Il y a beaucoup d'autres exemples où les affaires étrangères ne manquent pas de souligner et de faire les analyses qu'il faut. Mais la décision, je le répète, ne revient pas aux affaires étrangères. Nous proposons des alternatives, nous proposons des solutions, mais le choix de la décision ou bien la prise de la décision ne revient pas à la diplomatie. Est-ce qu'on peut vraiment dire
Et par rapport à la fermeture d'ambassades, de consuls et autres, les diplomates de carrière, ceux qui ne sont surtout pas encore en fonction, toujours pas en fonction, ont eu de réactions, se sont concertés, ont fait des propositions. Il faut qu'on ait été informé qu'on veut prendre une telle décision pour pouvoir apporter des contributions. Nous avons été, vous et nous, été informés qu'une décision a été prise par le Conseil des ministres le 20 février 2020. Donc, une fois que la décision est prise, il faut mettre en œuvre. Donc, notre contribution a été d'attirer l'attention des uns et des autres sur les conséquences qu'une large fermeture, pour ne pas dire une fermeture tous azimuts, les conséquences négatives que cela peut apporter à notre pays. Parce qu'au lieu que cela contribue au rayonnement de notre pays, cela va plutôt amener à l'isolement de notre pays. Deuxièmement, ces fermetures, il a été avancé que c'est pour des raisons économiques. La rationalisation des ressources. Bon, c'est un peu difficile à comprendre parce que dans la même période, on nous dit que le Bénin est sorti de la catégorie des pays les moins avancés et que nous sommes passés dans la catégorie des pays à ressources intermédiaires et que dans la graduation, nous sommes bien classés dans la gestion des ressources et la mobilisation des ressources financières. Bon. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une contradiction pour que ça soit à cette période précise qu'on dit que c'est pour des raisons de ressources économiques que nous réduisons la taille de notre carte diplomatique? Parce qu'on est passé de 38 à 10. Et quelques mois après, c'est redevenu 11. Et on s'est arrêté là. Bon, c'est difficilement compréhensible et c'est difficilement acceptable. Mais, comme je vous ai dit, les diplomates ne prennent pas la décision. Ils proposent des alternatives. Il revient au gouvernant de prendre la décision. La diplomatie béninoise, à l'ère du régime du nouveau départ, pour ne pas dire ces 5 dernières années, comment l'appréciez-vous? Nous sommes tous pratiquement à l'heure de l'évaluation du quinquennat. Ce que nous notons tous, c'est que pendant ce quinquennat, notre carte diplomatique a été complètement remodelée. Nous sommes passés à plus d'une trentaine de représentations diplomatiques à une dizaine. Mais en passant d'une trentaine à une dizaine, ce que je constate, c'est que le principe de la diplomatie aux diplomates de carrière retenu par la conférence des forces vives de la nation de février 1990 n'est pas respecté. Parce que sur les 11 postes qui existent aujourd'hui, il n'y a que 2 qui ont à leur tête des diplomates de carrière. Les 9 autres ne sont pas des diplomates de carrière. Ça dérange en quelque chose? Ah bon? Pour vous, ça ne dérange pas? Non, supposons que dans votre équipe du journal, 90% de ceux qui interviennent à l'antenne ne sont pas des journalistes. Il y a mal donné. Donc, je ne sais pas moi que vous le faites dire. À partir de ce moment, nous ne disons pas que on ne peut pas nommer des ambassadeurs politiques. Mais ils ne peuvent pas venir dominer la corporation. Puis on a même des tests qui disent que c'est 80% pour les diplomates de carrière et 20% pour les non-diplomates. Bon, le pouvoir de la rupture et du nouveau départ a ramené ça à 75% pour les diplomates de carrière et 25% pour les non-diplomates. Avec les chiffres que je viens de vous donner,
est-ce que ces pourcentages-là sont respectés? La réponse est non. Merci à vous, Monsieur Rogatien Biaou. Ce fut un plaisir, n'est-ce pas, que tu viens nous donner? Oui, tout à fait. Nous l'avons écouté de long en large et c'est sa contribution donc à l'amélioration de la carte diplomatique que nous osons croire que les autorités en charge de ce département ministériel l'ont suivi avec oreille attentive. Oui, vivement que ça puisse apporter un plus, car ce fut un instant, mesdames, messieurs, de contribution. Au plaisir de vous retrouver et de retrouver, pourquoi pas, le ministre toujours actif en dépit de son âge très avancé. Merci pour la disponibilité une fois encore. Ah non, je ne suis pas encore vieux, je n'ai pas 70 ans. Hein. Merci beaucoup.